LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Transportez-moi. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour du monde de la mobilité. Mais attention, de la mobilité durable. Voilà pourquoi je suis à bord d'un véhicule électrique. Sauf que cette voiture est très particulière. Elle a fait le tour du monde, 17 pays traversés, 26 000 km sans brûler une seule goutte de pétrole. D'ailleurs, on a rendez-vous tout à l'heure avec les deux jeunes héros de cette aventure. Mais d'abord, le sommaire. Le câble est-il l'avenir du transport urbain? Un métrocable à Medellín en Colombie, un téléphérique en plein centre de Rio, un funiculaire à Montmartre, un tramway aérien à New York, autant de réalisations étonnantes qui ont un point commun, l'entreprise Poma, installée à Grenoble, est numéro 1 mondial du transport par câble. En Inde, c'est l'enfer de la route. La circulation y relève le plus souvent du cauchemar. Le sous-continent détient le triste record mondial des accidents. Pour endiguer ce fléau, les autorités entament une petite révolution afin de canaliser le flot anarchique des voitures. Gérard Felzer au Monte-Carlo à l'occasion du 14e rallye des voitures à énergie renouvelable. Notre chroniqueur nous emmène sur les spéciales du plus célèbre rallye au monde pour tordre le cou aux idées reçues sur la voiture électrique. Dans cette émission, Transportez-moi fera également le tour du monde des moyens de transport insolites et durables, un cerf-volant pour cargo, un vélo en carton, un métro suspendu ou encore une voiture électrique pliable et à géométrie variable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans le conservatoire Citroën. Ah, nous sommes à Aulnay-sous-Bois. Regardez-moi ça. Des centaines de voitures. Elles sont toutes là. Il y a évidemment la traction avant, la 2 chevaux avec les premiers prototypes. Il y a même la 2 chevaux qui a servi dans le film de James Bond. Là-bas, les DS, la Méhari. Des tas de voitures qui n'ont jamais roulé, c'est normal, ce sont des concept cars, des prototypes. Il y a même un hélicoptère. Il a volé une seule fois, c'était une piste. Eh bien justement, prenons de la hauteur. L'une des pistes de la mobilité et de la mobilité durable, c'est la 3e dimension, le câble. Le câble, je vous emmène à Grenoble, Taipei, Medellín, le tour du monde. Sans les remontées mécaniques, les sports d'hiver n'auraient jamais connu un tel développement. Simple, économique, fiable, il n'y avait pas de raison que le transport par câble ne vienne conquérir les villes du monde entier. Nijni Novgorod, en Russie, à 400 km de Moscou. Depuis l'année dernière, les riverains peuvent emprunter les premières télécabines du pays et traverser la Volga en 12 minutes. En voiture, il fallait compter 2 heures d'embouteillage. En plus, en évitant la construction d'un pont, cette solution a permis de limiter le trafic automobile. De l'autre côté de l'Atlantique, New York. En 2010, la ville a inauguré son nouveau tramway volant, un téléphérique à double câble porteur, ultra sécurisé. Au mois de novembre dernier, lorsque l'ouragan Sandy s'est abattu sur la ville, le téléphérique est le premier mode de transport en commun à avoir repris du service. Le plus, une vue imprenable, et il relie Manhattan à Roosevelt Island en moins de 3 minutes. À Medellín, en Colombie, on l'appelle le téléphérique social. Pour lutter contre l'insécurité et les inégalités, la municipalité a lancé en 2006 la construction d'une télécabine. Accompagné d'un ambitieux programme social, ce métrocable a permis de reconquérir l'espace public. Ici, à 5 heures du soir, plus personne ne pouvait sortir dans la rue. Alors on a fait le pari de l'éducation et de la culture, en construisant par exemple cette bibliothèque, en relançant les petits commerces, en aménageant des parcs de jeux pour les enfants.
Pour de nombreux habitants qui envisageaient un temps de déménager, l'arrivée du téléphérique a entraîné une valorisation de leur quartier qui a désormais la cote. Le changement est vraiment radical. Nos maisons ont pris de la valeur, du coup, plus personne ne veut quitter le quartier. Et pourtant, au départ, il a fallu surmonter beaucoup de réticences. Aucune compagnie d'assurance n'avait accepté de couvrir la construction de ce tout premier télécabine urbain. Quand on a installé ces pavés dans tous les espaces publics, on a eu peur que les gens les volent, car chez eux, le sol est en terre battue. Mais en fait, il n'y a presque pas eu de vandalisme, parce que les gens sont fiers de ces nouveaux espaces et ils aiment les utiliser. Aujourd'hui, un habitant de Medellín sur 5 emprunte quotidiennement ce moyen de transport. L'insécurité a reculé de manière spectaculaire et le taux de morts violentes a été divisé par 6. Un modèle qui s'exporte désormais sur tout le continent. Comme ici, à Rio, au Brésil. En 2011, la municipalité s'est équipée du plus grand téléphérique au monde, 4 km de câbles parcourant 13 favelas et désenclavant 6 quartiers. Toutes ces réalisations, on les doit à une entreprise française, Poma, leader mondial du transport par câble. Elle est la première à en avoir développé l'application urbaine. En France, c'est elle qui a construit le funiculaire de Montmartre. Pourtant, malgré ses succès, le marché hexagonal tarde à décoller. Il y a un problème d'acceptance, visiblement aussi, le côté peut-être survol, le côté intégration au sein de la cité. Un téléphérique, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en œuvre en quelques mois, à partir du moment où il y a les autorisations. C'est-à-dire que sur le terrain, on a des implantations qui sont très localisées par rapport à des pylônes, à des stations d'extrémité. Et tout ça, ça permet à la vie sociale, en tout cas, de continuer, les routes, les magasins. Voilà un gros avantage du transport à câble. Toutes ces raisons font évoluer les mentalités. Brest, Toulouse, Grenoble et la région parisienne ont des projets de transport par câble. Dans ces zones ultra-urbanisées, la solution du téléphérique s'impose par sa simplicité. S'agissant du respect de l'environnement et de l'empreinte carbone, c'est le mode aujourd'hui qui émet le moins d'émissions de CO2. En matière de coût au kilomètre, le téléphérique est un mode qui est bien moins cher qu'un tramway ou qu'un métro. On estime à 10 millions, peut-être un peu plus au kilomètre, le coût d'un tel téléphérique, là où pour un tramway, on peut aller de 30 millions à 60 millions du kilomètre suivant les types de tramway, et pour un métro en aérien à 80 millions du kilomètre. Même s'il ne répond pas à tous les besoins, le transport par câble s'annonce à l'avenir comme une option incontournable dans les projets de mobilité durable en zone urbaine. Je vous ramène votre voiture. Merci. C'est bien la vôtre, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Antonin, Xavier. Alors, non, Xavier, Antonin. Xavier, Antonin. Ça vous gêne pas si on baisse ça, comme ça on vous verra mieux? Ça ne m'étonne pas de vous voir dans un engin pareil. Il y a un lien, évidemment. Oui, c'est ce qui nous a inspiré pour nous lancer dans le projet du premier tour du monde en voiture électrique de série, donc avec la Citroën C0. Alors ça, c'est 1931-32, oui. 31-32. La croisière jaune, ça part de Beyrouth et ça va jusqu'à Pékin en un peu plus d'1 an. Hein. Vous, c'est? Nous, c'est 8 mois, donc c'est 80 ans plus tard. Et c'est donc un tour du monde, donc départ et arrivée à Strasbourg, en passant par les États-Unis, le Japon, l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Kazakhstan, la Russie. Alors, vous etc. allez nous raconter votre aventure, votre tour du monde, avec plein d'épisodes, quelquefois épiques. Juste une question, avant qu'on rentre dans les détails. Est-ce que vous êtes passé, comme la croisière jaune, par l'Inde? Alors nous, on est passé un peu plus au nord, au Kazakhstan. Donc on n'a pas pu visiter. Vous avez eu raison. Non pas parce qu'en Inde on manque d'électricité, enfin de carburant, pardon, pour votre voiture, mais parce que je pense que vous ne seriez pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est caractéristique. Les embouteillages, c'est tout le temps, de jour comme de nuit, et c'est quasiment systématique. Regardez. Voyons ça. Route bloquée, embouteillage, klaxon assourdissant. En Inde, c'est le lot quotidien. La route ressemble à un véritable barnum où tout le monde circule un peu comme il veut et surtout comme il peut. Conséquence, l'Inde détient le triste record mondial des morts par accident de la route. Plus de 196 000 en 2011, soit 22 tués par heure.
« 42 fois plus d'accidents qu'en France, alors que le parc automobile indien n'atteint même pas le double du parc hexagonal. Excès de vitesse, absence de voies dédiées, conducteurs imprudents, véhicules et infrastructures délabrées. Dans le monde, un accident de la route sur 6 a lieu en Inde. Pour endiguer ce fléau, l'Inde s'est fixé un objectif ambitieux, réduire de moitié les décès sur la route d'ici 2020. Il y avait urgence. En Inde, les accidents de la route sont en hausse constante, là où les pays occidentaux parviennent à les faire reculer. Première mesure, mieux organiser le trafic en créant des voies dédiées pour les bus, principal mode de transport dans des villes comme Delhi. Une petite révolution dans un pays où les voitures règnent en maître sur les routes. L'objectif était de redistribuer la route de manière équitable. Les voitures ne doivent plus être prioritaires. Nous avons voulu rendre la route au peuple en général, et c'est ça la grande nouveauté. Même s'il fait à peine 6 km de long, ce couloir a tout de même permis de réduire le temps de trajet des bus. Et pour protéger les piétons et les cyclistes, qui totalisent 80% des morts, des voies spéciales ont vu le jour. Si vous venez le soir, vous verrez que cette zone est devenue très agréable. Les gens se promènent et font du vélo en toute sécurité. C'est vraiment appréciable. Alors que les voies dédiées se sont naturellement imposées chez nous, ces couloirs de bus ont provoqué la colère du lobby automobile de Delhi, qui a même intenté un procès à la ville fin 2012. Heureusement, la justice indienne lui a donné tort. La Cour de justice a rendu un jugement remarquable. Elle a statué que les critères de développement pour un pays n'étaient pas de faire rouler un maximum de voitures. Au contraire, un pays développé, c'est un pays où les gens riches utilisent aussi les transports en commun. Voilà, retour sur le plancher des vaches à Aulnay-sous-Bois, au conservatoire Citroën. Sérieusement, Antonin et Xavier, c'est dans cette petite voiture que vous avez fait le tour du monde? Mais alors, pas si petite que ça, et puis surtout, elle nous a permis de revenir entier à la maison en France après 8 mois. Que tous les deux? Et quelques bagages. Et quelques autostoppeuses parfois. Ah, quand même. Mais vous aviez de l'assistance derrière, des camions techniques. Ah non, personne. Uniquement que tous les deux dans la voiture sur les 26 000 km. Bon, ce tour du monde, c'est comme le Paris-Dakar. Donc dans le coffre, il y a tous les outils possibles pour toutes les pannes, toutes les réparations imaginables. Alors non, nous, c'est quand même un peu plus simple. On va vous montrer. Ah! Voilà. Attendez, à part vos bagages, il y avait ça. La chose la plus importante dans notre tour du monde, la rallonge. Et le Ça va dans la voiture, et ça? Chez vous, dans votre prise électrique, si vous acceptez de nous laisser recharger un peu. Et ça marche, tous les coups? Il y a eu quelques petites fois dans des pays un peu exotiques où on a des soucis avec l'installation électrique, mais globalement, on peut se recharger n'importe où. Mais les gens étaient sympas avec vous? Oui, alors c'était un peu le principe de l'aventure, hein, c'est qu'on se recharge quand même en plusieurs heures. Donc du coup, pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Et voilà, tous les 100 km, on a rencontré des gens dans le monde entier. Oui, alors par exemple, on a rencontré des cow-boys dans des ranchs de bisons. On a rencontré des Coréens à Kuala Lumpur qui habitaient dans un immeuble de 20 étages. On a dû tirer une rallonge de 90 mètres. À Tokyo, on a rencontré une DeLorean Retour vers le futur qu'il avait convertie en voiture électrique. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Bon, mais en plus, il faut un certain temps de recharge, donc j'imagine qu'il vous offre à boire, il vous offre le gîte. Alors c'est ça, quand ça se passe bien, effectivement, au bout de quelques heures, il nous offre à manger éventuellement, et puis il nous offre le logis. Ouais. Combien de kilomètres autour du monde en voiture électrique? Alors en tout, ça a été 26 000 km. Et combien de pleins? Plus de 300. Plus de 300 pleins. On en faisait plusieurs fois par jour. Alors, le coût total du carburant? Ça fait 250 € d'électricité. 250 € d'électricité. Voilà. Et en plus, il y a appris que vous n'avez pas tout payé. Ça vous a coûté 2 fois moins cher. Non, alors à chaque fois, on proposait aux gens de payer, mais c'est vrai qu'au bout de quelques heures, on sympathise. Et les gens, souvent, nous offraient l'électricité. Ouais. Sachant que l'essence, c'est 5 à 7 fois plus cher. Alors, ça dépend du pays dans lequel on est. Mais ça coûte 7 fois plus que ce qu'on aurait payé avec de l'électricité. Et pas un seul pépin? Pas un seul gros pépin, non. Des petits problèmes tous les jours pour trouver des prises électriques, mais pas de gros soucis techniques. Alors, c'est vrai que c'était un pari, parce que quand on est parti, on n'était pas sûr que les gens acceptent finalement 300 fois d'affilée de pouvoir recharger. Donc ça, c'était un peu l'inconnu, l'aventure. On est parti et puis on s'est arrêté à la première maison. Et puis là, ça a fonctionné et heureusement, ça a marché jusqu'à la fin et on a pu revenir grâce à ça. Bon, vous faisiez de l'attraction quand même. C'était quand même un peu insolite dans beaucoup de pays, un véhicule électrique.
Ah oui, oui, quand même. Les gens étaient très curieux de savoir qu'est-ce que c'était que cette histoire de voiture électrique en plein milieu du Kazakhstan ou du désert de Gobi. Oui. C'est vrai que la plupart du temps, les gens, c'était la première fois qu'ils en voyaient une et c'est aussi pour ça qu'ils étaient très enthousiastes autour de notre projet l'Odyssée électrique. On leur montrait notre site internet, les photos, etc. Alors, c'est encore un petit peu insolite aujourd'hui, mais ça va devenir de plus en plus la routine. Vous voulez une preuve? Gérard Felzer. Vous connaissez cet homme, il est très écolo dans l'âme. Eh bien, ça y est, il s'est mis à la voiture, il a même fait le rallye de Monte-Carlo. Rallye de Monte-Carlo, évidemment électrique. Il a profité des journées internationales à Monte-Carlo consacrées aux véhicules électriques pour faire le point. Je vous emmène là-bas, silencieusement, évidemment. Monaco et son automobile club se mettent au vert. Bienvenue au 14e rallye de Monte-Carlo des énergies nouvelles. Un rallye mondialement reconnu qui permet aux pilotes et constructeurs de tester la voiture propre d'aujourd'hui et de demain. La voiture électrique existe depuis très longtemps. On a beaucoup rêvé, fantasmé, déçu quelquefois. Beaucoup d'idées reçues auxquelles je vais m'efforcer de répondre. Suivez-moi en vélo électrique, bien sûr. Le vélo électrique en libre service, c'est quand même génial. Première idée reçue, l'autonomie. On a fait d'énormes progrès. Cette voiture, par exemple, la Renault Fluence, est capable de rouler en électrique plus de 200 km. Il existe même des voitures de sport électriques. La Tesla, la voiture américaine, celle-ci est capable de rouler pendant plus de 300 km avec des accélérations équivalentes à celles d'une Porsche. Sa grande sœur, la Tesla berline de 5 places, est capable de rouler en électrique plus de 500 km. Aujourd'hui, l'autonomie n'est pratiquement plus un problème. Autre idée reçue, ça coûte cher. Eh bien oui et non. Compte tenu des aides publiques d'une part, du carburant qu'on n'achète pas d'autre part, ça devient à peu près équivalent. Et rouler avec une voiture électrique plus de 15 000 km par an, ça devient carrément rentable. Allez, les freins de porte. Et si vous ne voulez pas être propriétaire d'une voiture électrique, vous avez l'option location. Comme cette Mia par exemple, fabriquée en France, électrique, vous pouvez la louer même à l'heure et la rendre sans avoir besoin de faire le plein. Et pour l'autonomie au quotidien, sachez qu'une voiture en France parcourt en moyenne pas plus de 50 km. Et aujourd'hui, l'infrastructure suit parce qu'il y a plus en plus de bornes de recharge électrique, plus de 20 000 en France, plus de 75 000 en Europe, et ça ne fait que commencer. Eh bien voilà, je m'appelle Bernard Darniche, j'ai gagné le rallye de Monte-Carlo l'année dernière, je pars. Et hop, il faut trouver une station pour me charger en électrique. Il y a des applications pour smartphone pour ça et vous voyez que votre GPS vous mènera à la première borne disponible. Alors, le bilan de cette journée auprès de nos amis du rallye de Monte-Carlo nous montre qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques performants et à la portée du plus grand nombre. Maintenant, nous allons rendre notre véhicule électrique que nous avons loué ce matin. Il nous reste 25 km au compteur. Bon, faut pas que je fasse d'appel de phare, quoi. Faut pas que je klaxonne non plus, on va couper la clim. Urgence. Vous avez vu, Gérard Felzer a failli tomber en panne sèche. Je ne sais pas si on peut dire panne sèche, ça vous est arrivé plusieurs fois, j'imagine. Alors nous, on a failli plusieurs fois tomber en panne, mais ça n'est jamais arrivé qu'on tombe vraiment en panne. Il y a eu des moments très difficiles? Alors notamment une fois, il restait que quelques kilomètres, 4-5 kilomètres. On était au milieu de la Pennsylvanie aux États-Unis, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, une ferme, donc là on se dit c'est notre chance. Ouais. On arrive sur place. Alors par contre, un peu bizarre la situation, des chevaux, des carrioles. Et puis des gens habillés comme au XVIIe siècle. Voilà, pas de bol. En fait, il s'avère que c'était des Amish. Donc vous savez, c'est une communauté aux États-Unis qui vit effectivement comme au XVIIe siècle. Et donc du coup, on a eu beau insister pendant une demi-heure, ils n'avaient pas d'électricité nulle part dans leur ferme.
Alors comment vous en êtes sorti? Mais du coup, on est reparti un petit peu en espérant trouver quelque chose et on a trouvé un fast-food. On a de la chance qu'il y en a pas mal aux États-Unis et donc on a pu trouver de l'électricité et à manger là-bas. Il y a une chose importante à savoir, c'est que vous fabriquez vous-même votre propre électricité, enfin la voiture, dès qu'il y a une pente. Ah, tout à fait, oui. Quand il y a une pente ou quand on freine, il y a une régénération qui est prévue dans la voiture qui permet de recharger un peu la batterie et donc de profiter de ces moments pour aller un peu plus loin par la suite. C'est le petit bonus quand on est en galère. Vous guettiez la moindre pente. Voilà. Alors, ce véhicule, pour certains, dans certains pays, est encore insolite. Je vous propose d'autres véhicules un peu étonnants. Venez voir. Imaginez-vous quelques instants président de la République. Allons-y. Georges Pompidou, le général de Gaulle. Voici là un PR75. PR comme président de la République. C'est confortable, beaucoup de place pour vos grandes jambes, mon général. La voiture fait 6,53 m de long. C'est très important, il fallait qu'elle soit juste un petit peu plus grande que celle du président des États-Unis. Ah, une particularité, le changement de vitesse. Elle est capable, cette voiture, de rouler pendant plusieurs heures à 5 km/h. Ah oui, il a été filé du 14 juillet, hein, messieurs les présidents. Voilà, un moyen de transport bizarre. Je vous propose très rapidement un tour du monde de véhicules insolites. J'ai entendu parler de ce type qui a construit un canoë en carton. Tout à coup, ça a fait tilt. Pourquoi ne pas fabriquer un vélo en carton? Dans la série, rien ne se perd, tout se transforme. Yehoud Gafni, cet Israélien de 39 ans, a réussi la performance de créer un cadre, des roues et même une selle en carton. Au final, son vélo est capable de supporter une charge de 140 kg. Après quelques essais avec un premier prototype, Yehoud Gafni a mis au point un procédé pour étanchéifier le carton. Depuis, il a démarré une production artisanale et propose son vélo tout en carton à moins de 70 € l'unité. C'est l'une des routes les plus hautes et les plus dangereuses au monde. En Inde, la Rotang Pass, le col des cadavres en français, culmine à 3979 mètres. Une route non seulement élevée, mais également polluée. À plein poumon et sans filtre à particules, le diesel a encore de beaux jours devant lui dans l'Himalaya. Beaucoup plus écologique, c'est le cargo à voile. En Allemagne, Stefan Wrag, un ingénieur, a mis au point une sorte de cerf-volant géant, une voile gigantesque qui peut s'élever à 300 mètres d'altitude et tirer les cargos. Si vous regardez un cargo de 10 000 tonnes, il consomme 14 tonnes de fuel par jour. Alors si vous en économisez 10 à 20%, ça fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, son invention est un appoint pour l'attraction des bateaux. Son ambition dans les 10 ans à venir, c'est d'obtenir l'inverse, que le diesel devienne l'appoint du cerf-volant. En Allemagne toujours, où les habitants de Wuppertal utilisent le plus vieux monorail au monde. Ce métro suspendu a été construit en 1900. 113 ans plus tard, il est toujours en activité. La ligne aérienne compte 20 stations sur 13 km, empruntée quotidiennement par plus de 80 000 passagers. 2 autres métros suspendus existent dans le monde, à Dresde, toujours en Allemagne, et à Memphis, aux États-Unis. À Paris, c'est une toute autre façon d'emprunter les transports en commun. Sans pantalon, le mouvement No Pants Subway est né aux États-Unis il y a 10 ans et fait des émules un peu partout dans le monde. Le mois dernier, ils étaient ainsi une vingtaine en caleçon et petites culottes sur la ligne numéro 1 du métro parisien. Toujours dans l'insolite, en Russie, vous pensez rouler tranquillement sur une nationale, mais il faut savoir qu'en Sibérie, le danger peut survenir là où on ne l'attend pas. Un tank. Le plus étonnant, c'est que le conducteur ne semble même pas surpris. Comme quoi la mobilité reste un formidable moteur d'invention, d'innovation, d'imagination. Autre exemple, ce véhicule imaginé par Citroën en l'an 2000, il a plus de 13 ans. Il n'a pas été commercialisé, mais beaucoup d'idées ont été reprises. C'est à ça que servent les concept cars. Autre exemple, Transportez-moi vous emmène au Pays Basque, découvrir une voiture urbaine, électrique évidemment, mais surtout qui prend plus ou moins de place. On pourrait dire, comme les avions, une voiture à géométrie variable.
Parce qu'il en avait assez de subir les embouteillages et de ne jamais trouver de place de parking, Carlos Fernandez est tout simplement devenu constructeur automobile. C'est à Vitoria, au Pays Basque espagnol, que ce businessman a lancé il y a 3 ans la fabrication d'un véhicule électrique pliable. Une fois garé et replié, l'engin ne prend que le tiers de l'espace d'un véhicule conventionnel. Au départ, son équipe s'est inspirée d'un projet universitaire. Nous avions en tête un véhicule modulaire. Alors quand nous avons visité l'Institut du MIT en 2009 et qu'on a vu qu'ils avaient conçu une voiture de ce type, on s'est dit « c'est possible, développons ce projet collaboratif au Pays Basque ». Carlos a convaincu 8 entreprises basques de fabriquer chacune un module du véhicule. Dans cette usine, par exemple, on fabrique les roues qui permettent à la voiture de pivoter sur elle-même. Ce véhicule est tellement innovant qu'il peut faire peur. Même si ça y ressemble, ce n'est pas qu'une voiture. En réalité, on est en train de développer tout un système de transport public. C'est le concept de transport public individuel, à l'image de ce prototype qui passera de main en main pour éviter toute immobilisation inutile. Si quelqu'un demande une voiture, le conducteur qui a prévu de se garer à proximité en sera informé. Il pourra alors obtenir une réduction s'il amène la voiture au prochain conducteur. Un concept qui se rapproche de l'autopartage, avec l'avantage d'un encombrement ultra réduit. Plusieurs grandes villes comme Berlin, Malmö ou San Francisco ont déjà manifesté leur intérêt pour ce très beau projet. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais allez, un dernier prototype pour le plaisir. Toujours afin de régler le problème du manque de place pour se garer. Ce prototype a 40 ans, mais il a un petit truc en plus, le moteur. Silencieux, écologique et surtout très économique. En route! C'est parti! Allez, allez! Hop, 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 on y va, on y va, on y va! Le moteur est écologique, silencieux, économique et surtout, 5, 4, 3. Économique, c'est à la fin. Très économique. 5, 4, 3. Paris, Bordeaux-Le Mans. Bon, ta GoPro, qu'est-ce qu'elle continue à dire? Elle dit qu'elle tourne encore. Allez, on la double pour le plaisir. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.